Donc, Danielle Tartakovsky est la présidente du comité d'histoire, après avoir été la présidente de l'Université Paris 8, professeure d'histoire contemporaine, et Tanguy Perron est ici pour l'association Périphérie, pour laquelle il travaille, mais je leur laisse tout de suite la parole. Bon, moi juste 2 mots, puis je donne la parole à Tanguy, puis on laisse parler les images surtout. On a parlé ce matin, Michel Cordillo a parlé des lieux symboliques pendant la Commune et après la Commune, et on sait très bien qu'aujourd'hui, le lieu qui cristallise la mémoire de la Commune et la commémoration, c'est Père-Lachaise, encore que, j'ai perdu Sidonie, encore qu'en voyant la photo du square, brusquement, ce qui me frappait, c'est que quand la mairie de Paris a choisi cette année de commémorer le 150e anniversaire de la Commune, elle n'a pas été au Père-Lachaise, elle a été le 18 mars, et donc non pas à la fin mai, l'aurore et pas le crépuscule, devant le square, et donc par là même devant le Sacré-Cœur, c'est-à-dire là où tout commence, s'il s'agit de trouver un moment symbolique du commencement. Alors est-ce que c'est un tournant? Je ne sais pas. On peut penser que le Père-Lachaise et que le mur restera le Père-Lachaise et le mur. Donc simplement quelques mots sur l'espace du deuil. Parce qu'il n'était pas donné à l'avance que ce soit le Père-Lachaise qui cristallise le lieu de la commémoration parisienne, nationale et internationale, puisque c'est très bien que toute délégation ouvrière, socialiste, communiste venant à Paris se rend au Père-Lachaise. Alors, en vous écoutant, je vais avoir des chiffres qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, mais c'est normal puisque nous savons bien. Mais c'était un document que j'avais trouvé dans les archives, enfin dans ce qu'il reste des archives du Père-Lachaise aux archives de Paris. Et donc, un document immédiatement après la semaine sanglante, qui donnait le chiffre de 6650 inhumations consécutives au combat de rue, dont, et là on est sur des chiffres sensiblement inférieurs à ceux que vous avancez, j'ai tendance à penser qu'il y en a eu plus que ce que donne mon document, mais ce qui me compte, ce qui m'intéresse, c'est les proportions. 1328 inhumations dites irrégulières, bon, c'est celle que vous nous avez montrée, dans les parcs, les jardins, enfin, là où il n'est pas coutume d'enterrer qui que ce soit. 5522 dans les cimetières, et là, le Père-Lachaise n'arrive absolument pas en tête, puisqu'on a 2 fois moins d'inhumations en baïonnette, comme on dit, donc en fait en fosse commune, au Père-Lachaise, 800 et quelques, que dans le cimetière Montparnasse, 1600 et quelques. Donc c'est pas le nombre qui contribue à expliquer que la mémoire se soit cristallisée sur le Père-Lachaise, en sachant que à partir du moment où, après le retour d'exil, après l'amnistie, donc entre 80 et la guerre, et puis encore en l'entre-deux-guerres, il y a des cortèges ouvriers souvent contradictoires, communistes anarchistes, communistes socialistes, etc., plus ou moins nombreux, on va y revenir avec le film, au Père-Lachaise, à Montparnasse et évidemment à Levallois-Perret. Donc il y a 3 lieux, le Père-Lachaise occupant toujours le primat. Alors pourquoi ce primat du Père-Lachaise? J'aurais tendance à dire, puisqu'on voit bien que ce n'est pas le nombre ne fait rien à l'affaire, j'aurais tendance à dire que, on l'a vu ce matin, il s'agit d'un quartier périphérique et de ce quartier devenu presque symbolique, les Bellevillois, nous disait tout à l'heure Laure Godino. Et donc, on est dans un quartier qui, du point de vue de sa sociologie, après-guerre, du point de vue de sa logistique, présence de la Bellevilloise, qui n'est pas loin, ça permet de se réunir en amont. Enfin, c'est un lieu qui dispose de ressources à la fois sociologiques, politiques, et puis ensuite logistiques, stricto sensu, pour se rassembler et aller au Père-Lachaise. Et on verra très bien dans le deuxième film que Tanguy va nous présenter, comment ça s'inscrit dans cet est parisien, et notamment dans Ménilmontant, puisqu'on va avoir de très belles images dans le deuxième des films. Deuxièmement, j'aurais dû dire premièrement, le fait qu'on a eu là les derniers combats de la Commune, c'est-à-dire que c'est pas des charognes, c'est là où ils se sont battus, où ils ont été vaincus, mais c'est là où ils se sont battus. Donc je dirais que du point de vue de l'image, ça c'est pas tout à fait la même chose que Montparnasse, où il y a vraiment plus que des charognes, même s'il y a eu des combats un peu partout. Et je voulais ajouter, j'aurais dû le dire avant, que dans un premier temps, cet espace qui pour nous aujourd'hui est par excellence le lieu de la commémoration de la Commune,
c'est d'abord constitué comme un lieu versaillais, puisque en 76, le corps des généraux Thomas et Lecomte sont transférés, c'est-à-dire, je dirais, panthéonisés d'une certaine manière, au Père-Lachaise, dans l'entrée d'honneur, enfin, dans l'entrée centrale, derrière la grande entrée, immédiatement sur votre gauche, avec une tombe qui est financée par souscription publique, et on grave sur la tombe et on voit une rue, c'est pas une république, on voit une allégorie féminine armée, enfin, qui est la défense de la nation contre l'Allemagne, qui écrase un serpent de ses pieds, elle est immense, et elle écrase un serpent, et ce serpent, c'est évidemment le serpent de la Commune. Et juste au-dessus, quand vous avez gravi les marches, vous avez, quelques années plus tard, mais très peu, la tombe de Thiers, et un peu plus loin, c'est certes pas des Versaillais, mais ce sont les tombes aux morts de la guerre de 70, et Buzenval, etc. Donc, ça n'était pas donné au départ, ça a été une construction. Encore une fois, les autres lieux de deuil restent des lieux de commémoration collective jusqu'à, j'aurais tendance à dire, mais après il reste des petites choses, jusqu'en 35-36, où d'autres mémoires se complexifient, se nouent avec la Commune, on va y revenir, à l'exception évidemment oui, ça y est, j'ai reperdu Sidonie. À l'exception évidemment du déplacement de la tombe de Louise Michel qui provoque une réactivation, mais une page est tournée et c'est définitivement le Père-Lachaise et le mur des Fédérés qui dit à Paris la Commune. À toi Tanguy. Bon, bah, merci beaucoup pour cette invitation et pour ce commentaire, cette introduction. Donc, je serai très bref. Hein, c'est pas une allocution, mais simplement une présentation de 2 films inédits et rares, puisque c'est la première fois qu'ils vont être montrés depuis des décennies. Ils viennent tout juste d'être restaurés pour cet événement et pour les 150 ans de la Commune par la Cinémathèque suisse. Donc, ils avaient été projetés lors d'un colloque, en tout cas à Lausanne, au début des années 80. Mais ils n'ont jamais été montrés à Paris et en France depuis qu'ils ont été créés, c'est-à-dire depuis le Front populaire. Donc c'est un événement en soi et je suis content de vous le présenter. Alors, pour ceux qui vont nous regarder, qui nous regardent non pas dans la salle mais par écran, ils vont être un peu frustrés parce qu'on ne peut pas projeter les images dans leur entier, mais que je les rassure, là je fais un peu de publicité, on va les montrer dans l'ex-banlieue rouge, dans des salles de cinéma, à Montreuil ou à Aubervilliers les 15 et 25 juin. Vous allez voir ces 2 films en entier. Donc le premier s'appelle La grandiose manifestation au mur des Fédérés, virgule, le 19 mai 1935, c'est le titre exact, vous avez le nom et la date. Il a été réalisé, et en ça c'est très intéressant, dans l'histoire du cinéma militant, par le service cinématographique de la Fédération de la scène du Parti socialiste. Ce service cinématographique de la scène du Parti socialiste est dominé par Marceau Pivert et par ce qu'on appelle les pivertistes. Hein. Donc Marceau Pivert, un des dirigeants de la SFIO, qui avait son fief dans le 15e arrondissement de Paris et qui veut à tout prix renouveler justement les formes de propagande sous l'influence souvent de Serge Tchakotine, dit le docteur Flamme, influencé parfois par les méthodes de propagande allemandes, des sociodémocrates allemandes qui veulent eux-mêmes répliquer aux mises en scène spectaculaires faites par les nazis. On est à un moment fort de la propagande et cette section cinématographique du Parti socialiste qui regrouperait, pour dire vite, la gauche, si ce n'est l'extrême gauche du Parti socialiste, qui sera exclue de la SFIO en 1938. Vraiment, cette section s'empare du cinéma au même moment à peu près que le Parti communiste. Non, ce que je viens de dire n'est pas exact, mais je ne veux pas m'embêter dans les détails, vous embêter dans les détails. En tout cas, cette section, dans le temps court du Front populaire, cette section de la SFIO a un temps d'avance sur le Parti communiste qui, lui, s'est emparé du cinéma de manière bien plus longue et bien plus importante depuis le début des années 20, mais qui, au début des années 30, marque un léger temps de retard pour un temps donné. Donc, la section de la SFIO, c'est pas un hasard, son premier film, c'est celui que vous allez voir. Voilà, le premier film qu'ils vont créer, c'est cette montée au mur, c'est la grandiose manifestation au mur des Fédérés, le 19 mai 1935. La caméra est peu mobile, elle est située à l'entrée du Père-Lachaise, hein, donc vous allez voir surtout des plans fixes, mais vous allez voir l'immensité de la foule. Et là, je vais vous
invités à faire ce que faisaient les manifestants. Les manifestants manifestent, mais ils regardent les manifestants aussi. Ils sont spectateurs et badauds, acteurs et badauds. Une fois qu'on a défilé, on regarde les autres défiler. Et ce qui est très intéressant, c'est là d'essayer de simplement regarder les groupes. Quel groupe défile ? Et on va voir la diversité des foules mobilisées, la diversité des groupes politiques, sociaux, syndicaux mobilisés, la diversité des âges, une présence extrêmement importante des enfants, des pupilles. Ça, vous allez le voir à l'image, donc je ne vais pas vous le décrire. Vous allez reconnaître une forte présence du Secours Rouge International, de l'AER, un peu, des artistes écrivains révolutionnaires, fondés en 1932. Donc, toute une foule ou tous les groupes qui font le Front populaire. Une fois que vous avez vu des groupes, vous allez voir des leaders. Et ces leaders, ça sera bien sûr Léon Blum, ça sera Ziromsky ou Blumel. Donc là, on les reconnaît. Après, vous allez voir des mises en scène. Et les mises en scène favorisent le côté spectaculaire, voire militaire de certains groupes, puisque là, je vous dis, c'est un film de propagande de l'aile gauche de la CFIO qui, au même moment, fonde des groupes de défense ou d'autodéfense face à la menace fasciste. Le même jour que ce défilé, il y a un défilé en l'honneur de Jeanne d'Arc, fait par les ligues. Donc il faut prendre ce contexte. Avec Daniel, peut-être qu'on pourra revenir sur toutes ces images-là. Une dernière chose par rapport à ce film-là, qui est un moment important, c'est le situer... bon, je cite les sons que vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite. On entend Chiappe en prison, hein, donc une référence à 1934, forcément, au 6 février 1934, mais pas seulement. Des soviets partout, à bas le régime capitaliste. Donc il y a une tonalité révolutionnaire dans ces films-là. C'est un moment du Front populaire, mais aussi, comme ça vient des pivistes, et c'est aussi un reflet du réel, c'est le Paris révolutionnaire qui se mobilise. Donc on voit des groupes, on entend des sons, on voit des leaders, on voit une mise en scène qui valorise le côté pivertiste et l'encadrement un peu militarisé des groupes d'autodéfense. Dernière chose sur ce film-là, il s'inscrit dans un temps précis, donc le même jour que il y a une concurrence là, dans l'espace parisien, le même jour que la fête de Jeanne d'Arc. Et aussi, ça vient au lendemain des élections du Front populaire municipal qui ont été gagnées par le Front populaire. Et on est vraiment dans la phase montante du Front populaire. Et là, manifestation et film militant marchent d'un même pas. Et on connaît tous, parce que c'est aussi dans le catalogue de Ciné Archives, un film vraiment important, le 14 juillet 1935, où il y a 500 000 manifestants. C'est un film là toujours de la CFIO et l'AER, un générique assez particulier, qui met en scène ce rassemblement et cette manifestation qui annonce la victoire électorale du Front populaire. Et bien là, avec ce premier film, on met les pièces du puzzle dans le bon sens, c'est-à-dire que cette manifestation du 14 juillet, elle est précédée par cette manifestation importante du 19 mai 1935, donc qui annonce la victoire du Front populaire. Voici pour la contextualisation de ce film-là. Et le second, qui est aussi inédit, que vous allez voir en entier, le premier fait 15 minutes, le second fait 10 minutes. Le second est clairement un film du Parti communiste. Il est signé film populaire, qui succède à Cité Liberté, et il est très vraisemblablement réalisé par Jean-Paul Dreyfus, qui va s'appeler Jean-Paul Le Chanois pendant guerre et après-guerre. Un film, aussi un film de montée au mur, mais là on est en 1937, on est au dimanche 30 mai, où il y a une part de mise en scène beaucoup plus grande. On reconstitue une réunion de cellules ancrée dans un territoire bellevillois et Ménilmontant. On reconnaît même la maison de Richard Hamon que je salue. Vraiment ancré dans un territoire bellevillois, c'était une petite plaisanterie. Et ce côté reconstitutionnel permet aussi de montrer les sociabilités communistes et la façon dont ils utilisent la mémoire et l'histoire. Comment les films du Parti communiste sont toujours des leçons d'histoire et comment ils reviennent toujours sur un stock d'images et sur des événements dont ils disent l'histoire. Au prix d'une mise en scène, puisqu'on reconnaît les acteurs qui sont à la fois dans La vie est à nous et dans Le temps des cerises. Donc voilà, tout est recréé à mon avis avec des plans documentaires. On a entre le reportage, le fictionnel et le documentaire. Je vous laisse voir ces deux films dans la foulée et on pourra peut-être en reparler après. Là, vous les voyez.